Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais faire un point par rapport aux échéances électorales qui arrivent en France, surtout par rapport aux derniers événements, donc aux événements de cette dernière semaine, donc évidemment le contexte de la guerre en Ukraine, qui évidemment a pas mal rabattu les cartes puisque aujourd'hui est tombé un nouveau sondage assez important qui effectivement crédite Emmanuel Macron de 30,5% d'intention de vote. Alors oui, bien sûr, je sais, les sondages à prendre avec des pincettes, sondages manipulés, tout ça, mais au-delà de, si vous voulez, de la qualité de ce sondage, je crois que c'est un sondage Ipsos, peu importe. Il n'y a pas tellement besoin de ce sondage pour comprendre que d'une façon naturelle, ou en tout cas mécanique, et logique, il est simple de comprendre que dans un tel contexte, il est évident que Emmanuel Macron profite, si vous voulez, gagne des points en popularité, dans un contexte, si vous voulez, de haute tension diplomatique, économique aussi. Voilà, avec le contexte de la guerre en Ukraine, on voit clairement qu'Emmanuel Macron en profite. D'ailleurs, il a attendu le dernier moment finalement pour déclarer officiellement qu'il était à nouveau candidat donc pour sa réélection. Donc clairement, là, présentement, depuis une semaine, on voit qu'Emmanuel Macron a pris vraiment, je pense, au moins 5, voire peut-être un peu plus, 5 ou 6% dans ses intentions de vote par rapport effectivement à ces dernières semaines et même je dirais à ces 2-3 derniers mois où il s'enlisait plutôt. Je crois même qu'il était tombé à un moment donné vers les 23, 22, 23%. Parce que finalement on était dans un contexte évidemment d'enlisement en fait de la crise sanitaire, c'est-à-dire que même beaucoup de golems commençaient à en avoir marre. Donc voilà, finalement à ce moment-là, Macron il y a encore quelques semaines n'avait pas beaucoup de motifs, si vous voulez, de bénéficier d'une popularité particulière au sein de la population. D'autant plus que l'inflation frappe durement déjà depuis 6 ou 7 mois, et ça ne fait que s'aggraver. Donc forcément, les questions de pouvoir d'achat sont pas mal revenues sur le devant de la scène. Et puis bien sûr, vous avez eu, si vous voulez, le démarrage de la pré-campagne avec des challengers assez importants, en particulier Éric Zemmour. Donc tout ceci a mis un petit peu Emmanuel Macron en situation de fragilité. Mais là, clairement, il fait un bond gigantesque dans les sondages, justement au vu, ou plutôt à l'aune de la crise en Ukraine. Puisque là, il peut apparaître effectivement dans une posture, en fait, d'homme de la situation. Donc autrefois, vous savez, on parlait du Mozart de la finance. Donc peut-être que pour cette campagne 2022, peut-être qu'on présentera Macron comme étant le Beethoven de la diplomatie internationale. Bon, sans doute avec le même succès que son précédent épithète, peu importe. En tout cas, clairement, là, il a l'occasion, en fait, et il ne s'en prive pas, d'apparaître comme l'homme de la situation, l'homme solide, le négociateur hors pair, le personnage qu'il faut réélire tout simplement parce que nous sommes dans une situation de haute tension, une situation de crise internationale extrêmement grave, à laquelle s'ajoute le contexte économique, la crise sanitaire qui n'a pas tout à fait disparu. Donc voilà, là il peut apparaître vraiment encore une fois comme l'homme de la situation qui va rassurer en fait l'électorat régimiste qui, de toute façon, cet électorat-là, classiquement se porte, si vous voulez, toujours vers le candidat de la caste médiatico-politique. C'est un schéma qu'on voit se répéter systématiquement. Mais là, vous avez encore cet effet amplificateur du fait de ce contexte donc qui a émergé depuis une semaine, ce contexte de guerre en Ukraine. Donc ça explique en grande partie pourquoi Emmanuel Macron fait un bond dans les sondages. Maintenant, moi j'aimerais surtout parler aujourd'hui en fait de ces deux principaux challengers que sont Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui évidemment, eux, reculent. Notamment Éric Zemmour. Là, si on en croit toujours ce même sondage, Marine Le Pen serait actuellement à 14,5% d'intention de vote, tandis qu'Éric Zemmour serait à 13%. Donc là, il y a un recul, en fait, chez les deux. Parce que c'est vrai que, selon les semaines, Marine Le Pen était parfois au-dessus d'Éric Zemmour, parfois elle était en dessous, parfois c'était Éric Zemmour qui bénéficiait d'une dynamique. À un moment donné, je crois qu'on l'avait même crédité, selon certains sondages, de 20% d'intention de vote au premier tour. Marine Le Pen, après tout, elle, ça bouge pas trop. Là, elle est à 14,5%, mais en général, elle était autour maximum de 16-17%. Voilà, en gros, leur score ne bouge pas trop, mais Éric Zemmour, quand même, recule pas mal. Il retombe à 13%. Et en fait, alors, encore une fois, c'est un sondage. C'est un sondage, ça vaut ce que ça vaut. Mais je pense que c'est
ce sondage est assez représentatif en fait de la réalité pour une fois. Vous savez, moi je suis assez méfiant bien sûr de ces sondages d'instituts qui souvent ne sont pas très impartiaux et qui n'ont pas forcément des très bonnes méthodes de polls. Mais par contre, je me fie beaucoup en fait au sentiment en fait qu'on perçu, le sentiment de l'opinion publique tel que je le perçois, notamment par les réseaux sociaux. Je trouve que c'est très efficace pour ressentir, en tout cas, le sentiment d'une partie de la population française. Et je trouve même que les sondages sur les réseaux sociaux souvent sont beaucoup plus représentatifs que ceux qu'on voit publiés dans la presse mainstream. Mais finalement, là, ce qu'on voit ici à l'écran, finalement, c'est assez représentatif, je pense, de la réalité. Alors, il y a une chose choquante dans ce sondage, c'est Jean-Luc Mélenchon à 12%, et qui finalement talonne de près Éric Zemmour qui est à 13%. Je pense qu'ils n'ont jamais été aussi proches de ça, parce qu'il y a encore quelques semaines, j'avais fait une émission, vous savez, sur la gauche en PLS, et Jean-Luc Mélenchon était crédité, je crois, environ de 8-9%, ce qui est vraiment un recul par rapport à la précédente élection, en 2017. Mais si vous voulez, moi je trouve que le score là, potentiel de Jean-Luc Mélenchon est absolument anormal et scandaleux. Et pour moi, il montre la médiocrité en fait des deux candidats de la droite nationale, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Si on prend le cas d'Éric Zemmour, alors Éric Zemmour pendant plusieurs mois là, il a bénéficié vraiment d'une dynamique tout à fait exceptionnelle. Et qui n'était pas forcément démérité, puisque effectivement, bien sûr, c'est quelqu'un qui bénéficie aussi d'une popularité dont il jouit, si vous voulez, depuis 20 ans, qu'il est sur tous les plateaux télé, qu'il est au Figaro, à RTL, etc., etc. Donc c'est une personnalité médiatique extrêmement populaire, donc évidemment, il bénéficie de tout ça. Mais également, il a bénéficié effectivement de cet engouement pendant ces derniers mois, avec la génération Z, avec tous les ralliements qu'il a suscités. Il y avait vraiment une énergie tout à fait exceptionnelle autour d'Éric Zemmour, une bonne communication aussi, vraiment très, très bien menée. Donc il n'y a rien à dire à ce niveau-là, sur le plan technique, c'était très bien fait. Et ça reste toujours pas trop mal. Le problème chez Éric Zemmour, il n'est pas tellement là. Son problème à lui, c'est un problème de logiciel, c'est un problème de principe, en fait. Et j'en ai déjà parlé. Mais en clair, sur des questions, si vous voulez, de bon sens, sécurité, immigration, aussi sur la plupart des questions socio-économiques, il n'y a pas grand-chose à redire au discours d'Éric Zemmour. Et je pense que une bonne partie en tout cas de l'électorat français, sur ces questions-là, est assez d'accord avec lui. Pas toute tendance confondue, mais je veux dire, de l'électorat, on va dire qu'il se situe plutôt à droite, ou voire dans une partie de l'électorat abstentionniste, et même peut-être dans un ancien électorat de gauche, etc., etc. Je pense en tout cas qu'il y a une majorité, une petite majorité, une courte majorité de Français qui seraient, à mon avis, plutôt d'accord avec lui sur ces questions-là. Maintenant, il y a de nombreux écueils, si vous voulez, dans le discours d'Éric Zemmour, qui datent de longtemps, qui participent vraiment de sa pensée profonde, puisque ce sont des thèmes, ce sont des approches qu'il a déjà adoptées depuis bien longtemps, quand il était sur les plateaux télé. Et je pense que ce sont des approches qui le desservent terriblement dans, justement, l'élection qui arrive, et qui risquent de lui être fatales, justement. Pour moi, le principal problème d'Éric Zemmour, comme je l'ai dit, c'est un problème de logiciel. C'est quelqu'un qui n'a pas les bons principes. C'est quelqu'un que moi je ne considère pas comme étant réellement de droite, évidemment, tel que nous on conçoit la chose. Vous avez beau nous parler de l'histoire de France, de Bonaparte, de Gaulle, de machin truc, de parler des paysages, de parler d'être contre l'immigration, ok, mais tout ça, je veux dire, c'est facile, tout ça, c'est facile. On n'a pas attendu Éric Zemmour pour critiquer l'immigration, l'islamisation, tout ça. Voilà, Jean-Marie Le Pen le faisait déjà il y a très longtemps. Et Jean-Marie Le Pen n'a pas bénéficié des mêmes passe-droits qu'Éric Zemmour. Éric Zemmour, aujourd'hui, est un petit peu diabolisé. Je veux dire, il y a une certaine presse qui, effectivement, l'attaque sur certains plans, mais je veux dire, ça n'a rien de comparable avec ce que la droite nationale
vraiment française, donc incarnée par Jean-Marie Le Pen à une époque, quoi qu'on pense de Jean-Marie Le Pen, eh bien ça n'a rien de comparable avec ce que Jean-Marie Le Pen s'est pris à l'époque. Hein. Rappelez-vous de l'entre-deux-tours en 2002, c'était quelque chose, c'était absolument délirant. Moi je m'en souviens un petit peu. Bon, le problème d'Éric Zemmour, comme je le disais, c'est son logiciel. C'est quelqu'un qui, comme dit, 80% de son discours, même 90% de son discours se tient, c'est cohérent, c'est ne serait-ce que d'un point de vue, si vous voulez, doctrinal, mais aussi même d'un point de vue pratique. Pour moi, ça se tient, voilà, sur tous les sujets que j'ai déjà évoqués. Mais son problème à lui, c'est qu'il a un logiciel, il adopte en fait les doctrines du libéralisme politique, ce qu'on appelle aussi en fait le laïcisme, c'est aussi un jacobin, bon. Le libéralisme politique, rappelez-vous que c'est une doctrine qui a été condamnée par l'Église. C'est littéralement une hérésie politique, hein, pour nous autres catholiques. Mais non seulement c'est une hérésie politique, mais c'est aussi une hérésie politique d'un point de vue théologique, voilà. Mais même dans un sens temporel, c'est une absurdité totale. C'est une hérésie sur le pur plan pratique. Et ça va se vérifier malheureusement, puisque là, aujourd'hui, Éric Zemmour perd, si vous voulez, des points dans les sondages, à cause, évidemment, de la percée d'Emmanuel Macron, mais aussi parce que Éric Zemmour se prive de larges parties d'électeurs potentiels. Je pense notamment à l'électorat musulman conservateur. Vous savez, il y a n'en déplaise à certains, hein, qui ont peut-être des visions un petit peu caricaturales des uns et des autres, il y a beaucoup de musulmans qui sont des gens honnêtes. Voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas la même religion que nous, mais ce sont des gens honnêtes, qui souvent sont droits, qui ont sur le plan naturel, qui ont des bonnes valeurs, bon voilà. Ce sont des gens honnêtes et estimables, en tout cas sur le plan naturel. Et ces gens-là, évidemment, pour moi, dans mon esprit, si moi j'étais en position, si nous étions en position, si nous bénéficions, si vous voulez, de la position qu'a Éric Zemmour actuellement, il est évident qu'on aurait une toute autre approche, si vous voulez, notamment vis-à-vis de ce genre d'électorat-là. Puisque c'est un électorat qui, sur le plan des mœurs, est plutôt conservateur. C'est plutôt un électorat qui nous comprend sur un certain nombre de points. C'est un électorat qui n'a pas beaucoup, si vous voulez, de sympathie pour les doctrines LGBT, pour le mariage homosexuel, pour voilà, toutes ces doctrines qui nuisent terriblement, enfin toutes ces doctrines, ces idéologies plutôt, qui nuisent terriblement et qui ennuient de façon terrible à l'anthropologie française, à l'identité française, au sens le plus profond, c'est-à-dire l'anthropologie, littéralement. Mais le problème d'Éric Zemmour, c'est que nous dit-il ? Il a déclaré qu'il était tout à fait pour le droit, voilà, il était favorable au droit des homosexuels, etc., il faut les défendre, etc., etc., il a sorti ça, je ne sais plus à quelle émission, là, il y a quelques semaines. Bon, on sait aussi qu'il a dit qu'il n'est pas question pour lui de revenir sur l'avortement. Bon, ses partisans nous disent, oui, mais attention, ce sont des postures de campagne, vous vous rendez bien compte, il ne peut pas dire autre chose, sinon il va y avoir des problèmes. Très bien, pourquoi pas. Moi, je croyais que c'était le candidat, si vous voulez, qui n'avait pas peur d'aller contre le politiquement correct. C'est bizarre, c'est étrange, mais pourquoi pas, ok, on va nous dire que c'est une stratégie. Trust the plan. Faites confiance au plan. C'est un peu ce qu'on nous dit. Hein. C'est plus QAnon, c'est Z-Anon. Et donc, voici ce que nous dit Éric Zemmour. Et il nous dit aussi, qu'est-ce qui nous sort encore ? Alors ça, c'est sur le plan, si vous voulez, des mœurs. Ça nous prouve que Éric Zemmour n'est pas un conservateur, au sens tel qu'on l'entend classiquement. Ce n'est pas un conservateur, en fait. C'est pas un conservateur. C'est un libéral conservateur, mais que veut-il conserver exactement ? Bon, bonne question. Il veut conserver une certaine idée de la France. Mais est-ce qu'il veut conserver vraiment l'anthropologie française ? C'est toute la question. Ce sont deux choses différentes, en fait. Après, il y a aussi son approche vis-à-vis de l'islam, en fait. Encore une fois, bon, vous le savez, je pense que vous avez compris, si vous connaissez le fil des postes, clairement, nous ne sommes pas là pour défendre l'islam, puisque, voilà, vous savez très bien qu'on a fait un certain nombre de vidéos à ce sujet. Bon. Néanmoins, nous faisons une distinction entre l'islam et les musulmans. Et bien sûr, nous avons une vision politique qui est empreinte, évidemment, de la doctrine sociale de l'Église, donc nous avons une approche tout à fait différente de la société, de la politique, que celle d'Éric Zemmour, qui n'a pas nos principes catholiques français. Et donc, évidemment, la question de l'islam, nous la traitons tout à fait différemment. Pour nous, il faut mettre fin
au laïcisme d'État. Et il faut trouver un moyen, si vous voulez, de simplement... Enfin, pour nous, il y a une façon très efficace, en fait, de résoudre la question de l'islamisation. Tout d'abord, par des politiques d'immigration, ou contre l'immigration, des politiques assez fermes. Et aussi, ce que moi, j'ai toujours proposé, c'est de mettre en place une sorte de politique de concordat, en fait, où on va s'engager, l'État, la République catholique, ou je ne sais pas, l'État catholique, le régime va s'engager à accorder, si vous voulez, un certain nombre de protections à la communauté musulmane. On va sélectionner, si vous voulez, les interlocuteurs qu'on veut désigner ou qu'on veut permettre que les musulmans se désignent comme étant leurs représentants officiels. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, dans un État laïque, n'importe qui peut fonder sa mosquée de je sais pas quoi ou fonder son temple bouddhiste. C'est un peu le tout. Enfin voilà, c'est un petit peu la maison grande ouverte. Après, c'est seulement après coup, souvent, que Darmanin, pour faire un coup médiatique ou quoi d'autre, va dire voilà, je vais fermer telle mosquée parce qu'ils ont fait ils ont fait des prêches très méchants contre les femmes et tout, contre les homosexuels, machin. Mais c'est tout. Mais ce sont ces cas-là ne sont traités, si vous voulez, que après coup. Nous avons nous voulons appliquer une politique préventive par rapport à cette question d'islam. Nous voulons, si vous voulez, autoriser seulement des représentations musulmanes qui nous conviennent, que nous allons tolérer, à condition, et nous allons les protéger, leur accorder certaines possibilités d'organisation communautaire, à condition qu'ils s'engagent à ne pratiquer aucun prosélytisme sur la voie publique. Prosélytisme strict, hein, c'est-à-dire essayer de convertir comme ça par des publications publiques ou des émissions à la télévision, machin. Non, ça ne sera pas possible. C'est comme ça qu'on voit la chose. Et ce ne sera pas seulement pour eux, hein, mais aussi pour d'autres religions d'ailleurs. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut traiter cette question-là. Évidemment, ça prend du temps, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Il faut il faut y aller étape par étape, tout ça. Mais c'est plus ou moins l'idée. Et il y a beaucoup de musulmans qui sont assez d'accord avec ça, qui se disent mais ça c'est une bonne solution. Et donc ça c'est une vraie façon, si vous voulez, de traiter concrètement de cette question de l'islamisation qui fait peur à beaucoup de Français. Mais beaucoup de Français qui sont dans le même temps des laïcards farouches, qui sont absolument adeptes du discours laïciste, qui est justement véhiculé par Éric Zemmour en permanence. Et c'est en fait le problème d'Éric Zemmour, c'est qu'il traite la question de l'islam selon ce prisme laïciste. Et c'est une grave erreur. Que propose finalement Éric Zemmour pour régler la question de l'islam en France ? C'est quoi sa proposition phare ? Réfléchissez un peu. Sa proposition phare, c'est d'interdire le port du voile dans l'espace public, dans la rue. C'est une proposition d'une stupidité et d'une nullité absolue, qui n'a aucun sens, et qui, évidemment, qui ne séduit que des imbéciles, vraiment que des imbéciles. Parce que, comment est-ce que vous allez justifier, dans une démocratie dite libérale, le fait que vous allez désigner une catégorie de la population et vous allez lui dire « Vous n'avez pas le droit de vous habiller comme ça. Je vous interdis de vous habiller comme vous le voulez. » Je veux dire, même pour nous autres, qui sommes des catholiques intégristes, intégralistes, comme vous voulez. Mais ça paraît complètement absurde. À la limite, j'ai déjà dit sur cette émission et ailleurs, si je devais mettre en place, si vous voulez, si nous devions mettre en place des politiques de restriction, si vous voulez, de certains habits, c'est sûrement pas le voile qu'on va interdire. Pour nous, le voile, il n'y a aucun problème. On s'en fiche complètement. C'est même plutôt honorable. Si plus de chrétiennes pouvaient le porter, ce serait encore mieux. Si elles pouvaient respecter effectivement la vraie tradition occidentale chrétienne. Mais si on devait faire ce genre de politique, ce serait plutôt pour dire, par exemple, à certaines jeunes filles au collège ou au lycée, bon, c'était déjà comme ça à mon époque, hein, il y a 10-15 ans, je pense que c'est encore la même chose, ça s'est même empiré, voilà. C'est plutôt à ce niveau-là, peut-être qu'il faudrait déjà, par exemple, remettre en place l'uniforme. Alors ça, peut-être que Éric Zemmour il est favorable, je pense. Moi, je serais tout à fait favorable à ce qu'on mette en place un uniforme, par exemple, déjà dans l'école publique, si vous voulez. Ou ce serait plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait aller. Donc ça n'a aucun sens, si vous voulez, de dire, voilà, moi, ma proposition pour lutter contre l'islamisation, c'est d'interdire le voile. Mais c'est complètement stupide. C'est doublement stupide parce que ça ne règle en rien, si vous voulez, la question de l'islamisation. Ça ne règle en rien.
Deuxièmement, ça vous coupe, en fait, de tout un pan de l'électorat musulman conservateur. Encore une fois, je parle ici des gens honnêtes. Je ne parle pas des islamo-racailles, je ne parle pas si vous voulez, des excités extrémistes, salafistes, que sais-je. Je parle ici des musulmans conservateurs, des gens honnêtes, si vous voulez. Des gens d'ailleurs qui sont pas, souvent qui sont des gens sur le plan naturel, souvent, qui ont à peu près beaucoup de points communs avec nous, si vous voulez. Je parle des catholiques, évidemment, qui respectent une certaine vision de la morale naturelle. Voilà, bref, je ne rentre pas dans les détails, vous avez compris. Mais c'est un électorat potentiel assez considérable, quand même, qui pourrait faire basculer une élection. Donc moi, si j'étais à la place d'Éric Zemmour, je me dirais, mais je suis en position, effectivement, présidentielle, potentiellement. Donc au lieu de sortir des débilités, des propositions complètement stupides comme ça, eh bien je vais plutôt déjà m'abstenir, ne pas raconter ce genre de bêtises, tout simplement en fait. Il n'y a même pas à aller plus loin à vrai dire. Il y a tout simplement à ne pas sortir ce genre de bêtises. Et encore une fois, ce sont des futilités. J'en ai déjà parlé à 2-3 reprises de cette question-là, mais c'est un sujet qui me semble tellement anodin qu'en fait j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut prendre au sérieux des propositions pareilles. Et je crains que, pour Zemmour, que sur ce genre de stratégie, il va perdre beaucoup de plumes. Après, le problème, c'est qu'Éric Zemmour, il est tributaire, si vous voulez, de toute sa carrière de journaliste polémiste. C'est-à-dire que pendant longtemps, son travail, il a été largement rémunéré pour ça, c'était d'être un petit peu le trouble-fête des plateaux de télévision. Et c'était le gars, enfin, c'était le... Voilà, c'était un petit peu le personnage qui allait toujours aller un petit peu contre la bien-pensance, contre le politiquement correct, etc., etc. C'était un petit peu son rôle. Le problème, c'est qu'évidemment, son discours, évidemment, entre dans le cadre de certaines limites, si vous voulez, d'un politiquement incorrect autorisé. Vous voyez très bien de quoi je parle. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, évidemment, ne franchit jamais certaines lignes. Ce qu'il dit à la télévision, ce qu'il a pu dire, sont des choses qui sont autorisées par le système. Parce que, et ce sont aussi des choses autorisées, peut-être parce que, voilà, c'est Éric Zemmour. Il y a d'autres personnes qui ont dit les mêmes choses avant lui, et qui les ont dit de façon beaucoup plus pertinente, beaucoup plus avant-gardiste, et de façon beaucoup plus précise, et qui ont eu beaucoup plus de problèmes dans la droite nationale, pardon. Mais bon, vous savez, Jean-Marie Le Pen en est conscient. Il avait dit un jour, je crois que, il n'y a pas longtemps, il avait dit il n'y a pas beaucoup de différence entre ce que dit Éric Zemmour et ce que moi je peux dire à l'époque. La seule différence, c'est que lui, il est juif et pas moi. Voilà, il a tout résumé. Bon, ça n'enlève rien ça n'enlève rien à quelques qualités qu'Éric Zemmour. Il en a quand même, bien sûr, c'est évident. Bon, tout ça pour dire que Éric Zemmour est tributaire justement de ce passif et du coup, il lui est très difficile de s'en départir aujourd'hui. Déjà même cognitivement, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se détacher vraiment de ce logiciel un petit peu libéral-conservateur, bonapartiste, jacobin. Il n'arrive pas à s'en détacher parce que c'est son logiciel. Et c'est un très mauvais logiciel. Et par conséquent, on le voit aussi d'ailleurs, au-delà de cette question-là de l'islam et compagnie, il y a aussi la question de l'Ukraine. On l'a vu récemment, et ça explique aussi, je pense, en partie, sa dégringolade dans les sondages. C'est que, il y a encore quelques années, évidemment, Éric Zemmour, toujours dans cette posture un petit peu du trouble-fête des plateaux de télévision, faisait l'éloge de Poutine. Il disait, voilà, moi je suis pour un Poutine français, il nous faudrait un Poutine en France, etc., etc. Bon, ce qui peut se comprendre, hein, je veux dire, moi je suis pas du tout fan de Poutine, mais je peux comprendre sa logique là. Bon, il n'y a pas grand-chose à redire. Ça peut très bien se comprendre. Il avait aussi dit, sorti un truc du genre, en fait, il avait plus ou moins nié, si vous voulez, l'existence ou la légitimité historique de l'Ukraine. Toujours dans ses élans, dans ses emportements historiques, hein, il a une vision de l'histoire un peu particulière. Bon. Et du coup, forcément, ces choses-là reviennent aujourd'hui. On lui ressort ça aujourd'hui. Donc il a du mal, en fait, à se départir de tout le discours qu'il a pu tenir pendant des années et des années. Et je pense que même c'est pareil, si vous voulez, sur les questions de l'islam, etc., de laïcité, tout ça. Il lui serait difficile aujourd'hui
de s'en départir, ou en tout cas, il faudrait qu'il ait le courage de faire amende honorable, parce qu'en fait, c'est un discours qu'il a tenu quand même depuis longtemps. Alors on peut lui accorder, si vous voulez, une certaine cohérence à ce niveau-là. Mais bon, après, c'est pas pour ça qu'il faut saluer non plus une obstination qui n'a pas beaucoup de sens. En tout cas, on le voit aussi, voilà, comme je le disais, sur la question de l'Ukraine. Là, clairement, il est obligé de se positionner d'une façon assez inconfortable. D'ailleurs, ça lui est reproché par beaucoup de ses fans, hein, beaucoup de gens qui sont fans de lui, sont très déçus en fait de son positionnement ces derniers jours sur l'Ukraine. Ça lui a posé beaucoup de problèmes. Et ça peut se comprendre. Là, c'est beaucoup plus compréhensible que sur des questions telles que l'islam et compagnie. Parce que là, on a affaire, si vous voulez, à un conflit international extrêmement grave. Là, je veux dire, c'est littéralement une question de vie ou de mort. En tout cas, c'est un conflit extrêmement sérieux. Et surtout, vous avez, si vous voulez, un consensus international, en tout cas en Occident, qui s'est mis en place par rapport à cette question. Et là, du coup, Éric Zemmour n'est plus dans la position du polémiste, ni même du candidat polémiste, hein, parce que, encore une fois, blablater sur l'islam et compagnie, c'est plus ou moins autorisé en France. Même des gens de gauche peuvent le faire, voilà, c'est pas un souci. Ça, c'est autorisé. Par contre, là, on arrive dans une question dogmatique. Sur la question ukrainienne, on voit qu'il y a un dogme, en tout cas, il y a une doctrine qui s'est mise en place. Hein. Soit vous êtes pour l'Ukraine, soit vous êtes un espèce de fasciste qui est pour Poutine. C'est un peu le schéma, en gros, qu'on nous vend dans les médias depuis une semaine. Et du coup, forcément, là, c'est compréhensible que Zemmour, en tant que candidat, ne peut pas, si vous voulez, commencer à dire « Oui, moi, je prends la défense de Poutine, il a une position légitime », tout ça. C'est très difficile, c'est impossible. Et ça, on peut le comprendre tout à fait. À la limite, on aurait fait pareil, je veux dire. Il faut aussi avoir un petit peu de stratégie. Le problème, c'est que Éric Zemmour allait plus loin que ça. Il aurait pu se contenter de dire, comme il avait fait au début, je condamne effectivement l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, mais en même temps, je condamne effectivement les manigances de l'OTAN et des États-Unis qui ont participé à l'escalade, etc., etc. Il aurait pu s'en tenir là, plus ou moins. Sauf qu'il allait plus loin. Il a commencé à vouloir donner le change en disant, d'une part, qu'il... Alors, déjà, il a eu une attitude, je pense, bizarre, justement, par rapport aux réfugiés ukrainiens. Ça lui a beaucoup desservi. Ce qu'il a dit, qu'en gros, il voulait pas vraiment accueillir les réfugiés ukrainiens. Ce qui paraît quand même assez incompréhensible, en fait. Parce que là, on a affaire à des réfugiés, bon, ce sont des Européens, qui sont proches de nous, je dirais même géographiquement, donc bon, ce sont des réfugiés, des vrais réfugiés, je veux dire, il n'y a pas de doute, ce ne sont pas des migrants, des clandestins. Et il dit non, ou je sais pas quoi, voilà, on ne doit pas les accepter ou quoi d'autre. Et cette posture, à mon avis, a été un très mauvais calcul, parce que même encore une fois, même parmi ses soutiens, il y a pas mal de gens qui ont pas été du tout d'accord avec ça. Autre gaffe qu'il a fait, il a fait un petit peu la louange de Zelensky. Hein, il a fait un tweet en disant Zelensky, c'est un héros, c'est un héros patriotique et tout ça, voilà. Là aussi, c'est ridicule, c'est absolument ridicule. Je veux dire, il n'avait pas besoin, si vous voulez, d'en faire un paquet comme ça. Là encore, ça lui a été reproché par ses fans qui lui ont dit attendez, Zelensky, un héros, attendez, le mec, c'est littéralement un comédien, le gars. C'est littéralement le joujou d'oligarques ukrainiens et d'intérêts étrangers. C'est quelqu'un qui, manifestement, il y a des affaires qui vont sortir sur lui, hein, des affaires bientôt là qui vont sortir de gros sous, hein, donc voilà. C'est quelqu'un qui s'était présenté, Zelensky, à la base comme un candidat anticorruption, mais là on se rend compte qu'en fait, voilà, le mec il a pas mal de millions planqués à droite à gauche, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, bon. Donc là, encore, très mauvaise posture de Zemmour. Ensuite, Zemmour a aussi dit... Alors là c'est caractéristique justement de tout le problème de Zemmour, c'est qu'il en fait toujours trop, surtout sur les mauvais sujets, en fait. Et là, il a sorti une bêtise, mais incroyable. Il a dit, voilà, mais Poutine envoie des Tchétchènes musulmans... pour attaquer les Ukrainiens, et ces Tchétchènes, voilà, ils arrivent avec leur barbe et ils crient, ils arrivent au cri de Allahu Akbar, et moi ça me glace le sang. Et là encore une fois, même parmi ses fans, il y en a beaucoup qui ont dit mais attends,
C'est quoi cette vision caricaturale des choses? C'est bon, calme-toi un peu sur... on sait que voilà, t'as un problème avec l'islam, mais calme-toi un peu en fait. Les Tchétchènes, ce sont pas des tarés salafistes ou quoi d'autre. Hein. Les Tchétchènes pro-russes, les Kadyrovski, ce sont des gens qui ont combattu contre Daesh en Syrie. Donc qu'est-ce qu'ils racontent en fait? De quoi ils parlent? Donc voilà, c'est vraiment problématique avec Zemmour. Il a fait plusieurs gaffes comme ça, on a l'impression qu'il ne peut pas s'en empêcher. Et ça va lui coûter, je pense, non seulement dans cet électorat musulman conservateur, et pas seulement musulman conservateur, là j'ai parlé des musulmans conservateurs, mais il y a aussi des catholiques comme nous autres, en tout cas comme moi, hein, je ne sais pas pour vous, mais moi c'est aussi sur des questions, si vous voulez, de vision politique, des questions simplement de morale catholique, de morale chrétienne, de morale même naturelle. C'est sur ces questions-là que je me dis, mais je ne peux pas voter pour ce type. Je ne peux pas voter pour quelqu'un qui se déclare pro-avortement, ou en tout cas qui dit qu'il ne veut pas revenir là-dessus, comme si c'était un dogme sur lequel on ne pouvait pas revenir. Je ne peux pas voter pour quelqu'un qui se dit qui est pro-homosexuel, qui ne veut pas revenir non plus sur le mariage homosexuel. Je ne peux pas voter non plus pour quelqu'un qui dit qu'il est contre le Christ, et qui ne s'est jamais excusé pour ça, qui s'excuse, peut-être, et là on verra, mais il ne s'est jamais excusé pour ça. Je ne peux pas voter pour quelqu'un qui critique le fait que les catholiques, dans leur propre pays, alors que lui, c'est un juif qui n'est français que depuis, quoi, un siècle et demi? Nous, nos ancêtres, ils sont là, moi, les miens, bon, depuis 4 siècles en France, bon, d'origine allemande. Mais quand même, voilà, quand même, nous sommes de race franque. Nous sommes là dans notre pays, catholiques dans notre pays. Et Éric Zemmour vient nous dire que lui, il est contre le fait que les catholiques fassent des rosaires, prient le rosaire, le chapelet dans la rue, à genoux. Il trouve ça choquant ou ça le dérange, je sais pas quoi. Mais c'est hallucinant en fait, c'est hallucinant. Ce qui est encore plus hallucinant, c'est qu'il y ait des catholiques, voilà, ça leur passe au-dessus de la tête. Ah mais c'est pas grave, ah mais faites confiance, c'est un... Voilà, c'est quand même, il faut quand même le soutenir, machin truc. Mais vous savez, il y a une différence entre le compromis et la compromission. Là, ça va trop loin, c'est de la compromission. Zemmour a beaucoup trop de problèmes de principe. Et quand on a autant de problèmes de principe, on peut douter effectivement de son efficacité ou de l'efficacité qu'il pourrait avoir au pouvoir. Parce que s'il n'est pas contre toutes ces choses qui ont contribué au déclin de la France, au déclin de l'anthropologie française, au sens le plus profond du terme, hein, banalisation de l'homosexualité, avortement, parce que quand on parle du grand remplacement, je l'ai déjà dit, hein, pour moi les gens qui nous parlent H24 du grand remplacement sans condamner de façon fanatique l'avortement, pour moi ce sont des clowns, ce sont des gens qui ne sont pas sérieux tout simplement, qu'on ne peut pas prendre au sérieux. Donc Éric Zemmour, le candidat du politiquement incorrect, je demande à voir. Parce que c'est facile de parler de thèmes, si vous voulez, qui sont autorisés. Oui, il y a trop d'immigrés, ok d'accord, facile à dire, il n'y a pas de problème. On est d'accord. Oui, il y a des problèmes d'islamisation, de terrorisme, etc. Il y a des problèmes de racaille, il y a des problèmes de délinquance, de criminalité. Mais on est tout à fait d'accord. Et nous, on a même un discours peut-être plus radical que Zemmour sur ces questions. D'accord, mais ça, ce sont des choses élémentaires, c'est du bon sens. Sur les questions économiques aussi, pareil. Il n'y a pas grand-chose à redire sur son discours à lui. D'accord. Et donc c'est tout. C'est ça son programme. Mais non, ça doit aller plus loin que ça. Là, nous sommes dans une situation d'urgence, mais on a dépassé même l'urgence en France. Et on le voit là, avec la crise militaire qui est en cours en ce moment en Europe. Nous voyons vraiment que nous avons dépassé le stade critique. On n'est plus à la croisée des chemins, si vous voulez. Là, on est à 10 bornes au-delà de la croisée des chemins. La croisée des chemins, pour moi, c'était 2002, 2007. Là, maintenant, on est dans une situation au-delà de l'urgence. Et malheureusement, nous avons ce qu'on nous propose, hein, il faut bien parler comme ça, c'est ce qu'on nous propose. Monsieur Zemmour, Marine Le Pen, c'est très médiocre. Très, très médiocre. Parlons un peu de Marine Le Pen, qui, bizarrement, Marine Le Pen a bénéficié d'un regain de popularité ces derniers temps, alors qu'elle a été très discrète pendant toute cette campagne. Bon, après, elle a été encore une fois assez ombragée, hein, elle a été un petit peu mise en difficulté, bien sûr, par l'omniprésence d'Éric Zemmour, par ses succès de communication et tout ça.
Mais finalement, paradoxalement, et ça en dit beaucoup, Marine Le Pen finalement a bénéficié en fait de son silence, de sa discrétion. Premièrement parce qu'elle, depuis quelque temps, elle apparaît vraiment comme une candidate de plus en plus présidentielle, y compris auprès d'un électorat qui à la base n'est pas du tout FN ou RN. Parce qu'en fait, elle apparaît presque comme modérée. Et en fait, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, en fait. Ça la met ça lui donne une bonne image. Excusez-moi. Mais pardon. Par contre, ce qui est drôle, et ce qui devrait peut-être l'inquiéter, Marine Le Pen, c'est que elle n'a jamais eu tant de succès, ou en tout cas de possibilités, si vous voulez, d'être élue, que depuis qu'elle la boucle, en fait. Que depuis qu'elle ne s'exprime pas trop. Qu'elle est discrète. Qu'elle est très modérée dans ses déclarations. Ce qui a été le cas pendant ces dernières semaines. On l'entendait pas trop. Elle faisait quelques sorties par-ci par-là, mais c'était Zemmour qui occupait tout l'espace public, tout l'espace médiatique. Et en fait, ça lui a bénéficié à Marine Le Pen. Parce qu'elle apparaît comme quelqu'un de calme, d'expérimenté, etc., de beaucoup moins agité et controversé que Éric Zemmour, ce qui est assez paradoxal, encore une fois. Le problème, c'est évidemment quand Marine Le Pen recommence à parler. Vous savez que Marine Le Pen, son problème à elle, c'est que c'est une femme qui n'est pas strictement de droite. Je dis pas qu'elle est de gauche, mais elle n'est pas de notre droite, si vous voulez. C'est quelqu'un, voilà, bon, elle est scalée, hein, je vous fais pas un dessin, vous le savez comme moi. Marine Le Pen a toujours été très mal conseillée. Quand elle a repris le FN, elle a eu autour d'elle des gens qui lui ont conseillé la stratégie de la dédiabolisation. Cruellement, car les mêmes personnes qui lui avaient conseillé cette stratégie-là se sont retournées contre elle et sont aujourd'hui du côté de son concurrent Éric Zemmour. Donc déjà, non seulement elle ne sait pas choisir son entourage, deuxièmement, elle prend conseil justement auprès de gens qui sont manifestement pas du tout qualifiés pour donner de bons conseils. Et justement, ce qui est encore plus cruel, c'est que les efforts de dédiabolisation qu'elle avait fait, eh bien, le pire dans tout ça, c'est que ça lui a même été reproché, notamment par Éric Zemmour. Encore une fois, je crois, dans son émission, là, Éric Zemmour est passé jeudi soir, je crois, sur CNews. Il a encore profité pour envoyer des piques à Marine Le Pen. Ce que je trouve vraiment cruel, alors ça se comprend, bien sûr, hein, c'est comme ça la bataille électorale, mais ce qui est quand même cruel, parce que Marine Le Pen a fait les efforts qui étaient attendus d'elle. Et finalement, tout n'était pas jeté, si vous voulez, dans cette dédiabolisation. Alors il y a quelque chose qui lui a été beaucoup reproché, c'est quand, je crois que c'était sur le plateau de... Je sais plus sur quel plateau c'était, bref, elle avait fait un débat, vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, je crois, face à Darmanin, et Marine Le Pen avait tenu une position qui avait paru étonnante pour beaucoup de gens, puisqu'elle avait dit, mais oui, l'islam est tout à fait compatible avec les valeurs républicaines, ou avec la République, je sais plus comment elle avait formulé ça, mais en gros c'était ça. Et alors que Darmanin, lui, était un petit peu dans la rhétorique, au contraire, beaucoup plus laïcarde et républicaine, entre guillemets. Et voilà. Et donc, ça lui a été reproché à Marine Le Pen, et ça a été un petit peu à partir de là qu'il y a beaucoup de gens, notamment autour de Zemmour, qui ont dit « Regardez Marine Le Pen, elle s'est ramollie, elle a abandonné tous les fondamentaux, voilà, elle n'est plus vraiment de droite, elle est devenue complètement gauchiste, et compagnie. » Ce qui est évidemment assez hypocrite, parce qu'en réalité, si vous regardez bien, enfin si vous êtes objectif, hein, si vous n'êtes pas un partisan débile zémouriste ou mariniste, en fait vous vous rendez compte que il n'y a aucune différence, littéralement aucune différence entre le discours d'Éric Zemmour et celui de Marine Le Pen. Zéro différence. À part des petits détails, mais en fait sur l'essentiel, il n'y a aucune différence. Sur l'identité, ils ont le même discours. Sur la citoyenneté, ils ont le même discours. Sur la laïcité, ils ont le même discours. Sur l'Union européenne, ils ont le même discours. Sur l'immigration, ils ont le même discours. C'est le même discours de A à Z. Donc ce sont des guéguerres partisanes qui sont d'autant plus lamentables qu'il n'y a en fait aucun camp pour rattraper l'autre. C'est médiocre, si vous voulez, des deux côtés. Et c'est hypocrite surtout plutôt du côté des zémouristes, pour le coup. Ça, il faut l'admettre, hein, tout simplement. Et donc, malheureusement pour Marine, qui, encore une fois, je le disais, apparaissait comme beaucoup plus modérée et présidentiable ces derniers temps, j'ai même rencontré des gens qui... même des gens, enfin j'aurais jamais cru voir ça de ma vie, mais ces derniers mois, j'ai rencontré des gens qui
que j'ai connu depuis l'adolescence, qui à l'époque était plutôt de gauche, on va dire, hein, qui se disait mais moi je vais voter Marine Le Pen parce que j'ai pas envie, j'aime pas Zemmour, j'aime pas Macron. Zemmour, je le trouve trop, voilà, il est trop dans la provocation il est trop agité. Macron, c'est un enfoiré, donc moi je vais voter Marine. Et j'ai halluciné quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais incroyable. Et je connais même aussi des musulmanes qui m'ont dit voilà, nous on préférait voter Marine. Parce que Zemmour, c'est pas possible pour les raisons qu'on sait, parce qu'il est trop obsédé par le voile ou des questions annexes de l'islam qui d'ailleurs ne sont même pas cohérentes. Et évidemment, elles ne sont pas du tout pour Macron. Voilà. Et le problème, c'est que Marine Le Pen, encore une fois, sans doute, elle est toujours mal conseillée parce qu'elle n'a jamais changé. Et là, en fait, elle essaie de courir. Je l'ai entendu là, hier, justement, elle a fait une intervention sur un plateau télé, je sais plus où. Et en fait, elle reprend, c'est catastrophique, hein, elle reprend exactement, elle refait les mêmes bêtises en fait que Zemmour. Elle copie Zemmour, voilà. Donc Pécresse copie Zemmour, Marine copie Zemmour, et donc elle dit elle aussi, voilà, elle veut faire comme Zemmour, donc elle aussi, elle veut interdire le voile dans l'espace public. Mais qu'est-ce que c'est débile ? Qu'est-ce que c'est débile ? Donc ça, ce sont leurs grandes mesures, si vous voulez, contre l'islamisation. Voilà. Bref, donc c'est catastrophique en fait, c'est catastrophique. Pas seulement, si vous voulez, pour la cause nationale, mais c'est catastrophique même pour ces deux candidats, parce que c'est pas avec cet état d'esprit, c'est pas avec ces mauvais principes qu'ils vont vraiment réussir, si vous voulez. Parce que là, ça manque d'intelligence, en fait. Je dirais que l'intelligence stratégique semble plutôt être du côté de Zemmour, mais ce sont plutôt des aspects de communication. Sur la communication, c'est excellent. Ce que fait Zemmour, c'est très très fort, c'est vraiment très bon. Mais après, sur le fond, vraiment, là, il y a vraiment des lacunes. Encore une fois, le problème, c'est que sur ce potentiel d'électorat dont j'ai parlé, hein, les conservateurs, en fait, les vrais conservateurs. Et c'est qui aujourd'hui les vrais conservateurs en France ? Faut le dire, ce sont des catholiques tradis, appelez ça comme vous voulez, conservateurs, tout ça. Et ce sont des musulmans aussi conservateurs. Mais après, il y a sans doute d'autres publics hein, qui sont aussi, je sais pas moi, des gens qui ont un respect pour la morale naturelle ou que sais-je. Et pour les principes de réalité, bon. Et je pense que voilà, ces deux candidats, Zemmour et Marine, se privent en fait d'une partie de cet électorat et ça peut leur être fatal en fait. Parce qu'en fait, ils veulent s'accrocher en fait à ce discours laïcard en fait, jacobin, qui est complètement débile, puisque c'est justement, ce sont ces idéologies qui ont amené la France là où elle en est. Je le dis souvent, il n'y a pas d'islamisation de la France sans laïcisme. Il n'y a pas d'islamisation de la France si la Troisième République n'avait pas littéralement créé l'islam de France, n'avait pas favorisé l'islam en Algérie pour faire pièce, justement, pour empêcher l'évangélisation de l'Algérie. Bon, donc ça va être très difficile, en fait, là, pour Zemmour et Marine, vraiment, pour le premier tour. Hein. Ça va être très compliqué. En tout cas, si Macron reste dans cette dynamique. Bien sûr, ils ont un autre challenger. L'autre challenger, pour moi, c'est surtout Mélenchon. Qui, évidemment... Mélenchon, là, c'est plutôt le problème, effectivement, du... Mélenchon, en fait, il a un public d'extrême gauche, en partie. Hein. Il a aussi un public, on va dire, de certains fonctionnaires. Bref, c'est le public de gauche, la gauche un petit peu radicale, entre guillemets, syndicaliste et tout ça. Ils sont plutôt du côté Mélenchon. Pour l'instant, Roussel, il est à 4-5%, mais c'est pas vraiment ça. Bon, bien sûr, il y a Jadot, qui est à 7%, donc ça, c'est quand même une force pas négligeable, hein. C'est un potentiel d'électorat qui est pas négligeable non plus. Voilà, vous avez Jadot 7%, Mélenchon 12%, bon, c'est quand même pas rien, si vous voulez. Après... Mélenchon, il s'est rapproché de... Ces dernières années, il a adopté une stratégie un petit peu différente qu'auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, il était plutôt sur une posture de franc-mac, laïcard, style Troisième République, un petit peu souverainiste sur les bords. Là, il a plutôt une posture, en fait, il essaye, en fait, de s'attacher le public woke, en fait, hein, c'est ça. Il essaye d'être le candidat des woke. Il essaye d'être le Bernie Sanders français, mais peut-être un petit peu plus gueulard. Et du coup, voilà, il essaye à la fois de séduire l'électorat LGBTQ+, et également une partie de l'électorat racisé / musulman. Bon, ce qui n'aura pas forcément tout à fait du succès, parce que je pense qu'aujourd'hui, certains...
il y a une partie, si vous voulez, de musulmans, notamment, encore une fois, les conservateurs, qui, eux, savent très bien que Mélenchon, voilà, c'est un laïcard, c'est pas quelqu'un, en fait, qui a le moindre intérêt, le moindre respect pour la religion, ni pour le voile, etc., et qui fait tout ça par électoralisme. Bon. Après, il y a aussi des musulmans qui, eux, sont dans une stratégie plus, si vous voulez, opportuniste, ou alors peut-être qu'ils sont tout simplement incultes, donc ils se disent, bon, on va voter pour Mélenchon, puisque, voilà. Et là encore, c'est tragique, parce que, encore une fois, une bonne partie de ce public-là, conservateur, de musulmans conservateurs, sont d'accord à 80-90% avec le discours de la droite nationale, avec le discours de Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Ils sont vraiment d'accord, je le sais, hein, ils sont d'accord avec ce discours en grande partie. Mais il y a toujours cette partie, effectivement, sur les questions de morale et de laïcité. Eh bien, là, il y a des choses, effectivement, sur lesquelles ils ne peuvent pas vraiment transiger, ou en tout cas, ils trouvent ça inacceptable, en tout cas, ça les saoule. Et moi, on peut que les comprendre, hein, puisque nous aussi, ça nous saoule. C'est aussi des choses qui sont inacceptables pour nous. Voilà, donc tout ça laisse surtout depuis une semaine, là, depuis ce bouleversement en Ukraine, effectivement, ça donne de plus larges possibilités pour Macron. Macron n'était pas dans une aussi bonne situation il y a encore quelques semaines. Mais là, bon, tout dépendra bien sûr de comment ça va se passer, ce conflit, comment est-ce que ça va se prolonger. Le risque, ce serait effectivement que Macron apparaisse comme quelqu'un qui va avoir un rôle prépondérant justement peut-être dans la résolution ou l'accalmie du conflit, hein, puisque je crois qu'il est, je sais plus il est quoi, il est président des chefs de gouvernement, des gouvernements européens là en ce moment. Enfin, c'est un poste honoraire, mais bon, bref, enfin c'est un titre honorifique plutôt, mais voilà, il a une sorte de mission de représentation si vous voulez, des intérêts de l'Union européenne en gros, en matière de diplomatie, on va dire ça. Voilà, il peut bénéficier de tout ça, et je pense qu'il ne va pas s'en priver. Hein. Là, clairement, il va faire campagne sur ce thème. Il va faire campagne avec cette posture de l'homme déjà qui a 5 ans d'expérience. Voilà, il incarne la continuité, la solidité, etc. Et évidemment, tous les golems vont tomber dans le panneau, c'est sûr et certain. Ils vont se mobiliser pour Macron, sans doute qu'ils vont appeler vraiment à l'émotion, parce que regardez comme... Ça aussi qui est particulier, regardez comme toute la caste médiatico-politique arrive à mobiliser les esprits, les émotions des gens. Hein, il suffit d'activer quelques leviers comme ça et hop, je suis Charlie, priez pour Paris, priez pour l'Ukraine, mobilisez-vous pour l'Ukraine, allez combattre en Ukraine. C'est dingue aussi, c'est-à-dire que maintenant on encourage même les gens carrément à aller se battre en Ukraine, c'est hallucinant. Donc c'est ça aussi, c'est que quand vous voyez à quel point on arrive à mobiliser les gens sur des sujets dont ils ne connaissent rien. Hein. Je veux dire, les gens, il y a encore 2 semaines, vous leur parlez de l'Ukraine, ils ne savaient même pas, ils savaient même pas qu'il y avait ce qui s'y passait là-bas. Maintenant, tout le monde a un drapeau ukrainien sur l'APP sur Twitter. Donc, tout ça pour dire que voilà, la caste médiatico-politique peut très facilement mobiliser, si vous voulez, l'électorat régimiste pour lui dire il y a une menace, il faut absolument aller voter pour Macron, sinon voilà, on va avoir des problèmes, sinon Poutine va nous bombarder, que sais-je. Et ça peut vraiment marcher, si vous voulez. Et ça va être un gros problème, effectivement, pour Zemmour ou Marine. Alors que, potentiellement, à eux deux, s'ils avaient un ticket commun, bien sûr, là, ils auraient vraiment des chances, vraiment beaucoup de chances, non seulement d'arriver au premier tour, ce serait quasiment garanti, et ils auraient sans doute des chances, effectivement, d'élire leur ticket. Bon, ils ont fait le choix de pas du tout faire d'alliance. Je pense que Marine a un ego beaucoup trop fier, et on peut la comprendre, pour s'allier maintenant à Éric Zemmour. Zemmour se dit qu'il a ses chances, voilà, on lui a donné ses chances, il a les soutiens qu'il faut. Donc ils vont y aller chacun de leur côté, mais bon, est-ce qu'il y en aura au moins un qui arrivera au premier tour ? Moi je fais le pari que jusqu'à encore quelques jours là, et même hier en fait, je faisais le pari que si Zemmour ou Marine passent le premier tour et arrivent au second tour, ils seront élus, l'un ou l'autre seront élus face à Macron. Parce que malgré tout, malgré effectivement le contexte et le potentiel réveil de l'électorat régimiste, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur une position TSM, tout sauf Macron. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette logique-là. Le problème, c'est que, encore une fois, ce serait beaucoup plus facile à dire si Marine Le Pen ou Zemmour ne faisaient pas toutes ces erreurs que j'ai indiquées dans ce podcast.
s'il n'était pas aussi stupide et mal conseillé, ou s'il n'avait pas de si mauvais principes politiques, je pense qu'ils auraient beaucoup plus de chance. Maintenant, pour conclure, je vais ici poser peut-être un avis un petit peu controversé et peut-être un petit peu choquant, mais j'essaye aussi de raisonner froidement, si vous voulez. Encore une fois, je ne suis pas pour la politique du pire. Je n'ai aucun favori dans cette élection. Je ne voterai pour aucun de ces personnages. Comme dit, à moins que Zemmour ou que Marine s'excuse, surtout Zemmour, s'excuse de toutes les saloperies qu'ils ont dit sur le catholicisme. Voilà, à moins qu'ils fassent teshuva devant les catholiques, à genoux, il n'y a pas moyen que je vote pour eux. Impossible. Donc je ne voterai pour personne. Et ça me convient très bien. Par contre, on peut avoir aussi une vision peut-être plus froide des choses. Je ne suis pas non plus pour la politique du pire, c'est-à-dire que je ne suis pas... Ce que je vais vous dire maintenant, c'est que je ne suis pas évidemment pour l'élection d'Emmanuel Macron. Ce serait absolument terrible. Je préfère évidemment, même si ça me plaît pas du tout, je préfère largement que Marine Le Pen ou Éric Zemmour soient élus plutôt que Macron, c'est évident. Mais je postule que, et je vous l'ai déjà dit, je postule que si Éric Zemmour ou Marine Le Pen sont élus, je pense que ça nous posera des problèmes à nous, puisque nous avons une stratégie, nous aussi. Nous, ce que nous voulons, c'est arriver à moyen terme ou à long terme, peu importe, quand Dieu le voudra, nous voulons rétablir un État catholique en France, une constitution catholique, un régime sérieux en fait, tout simplement, un vrai régime sérieux, pas une démocratie libérale de pacotille qui, de toute façon, est tout le temps remise en question, qui n'arrive pas à se projeter sur le temps long, qui est parasitée par des partis qui complotent littéralement contre le bien commun, ou par des oligarques et des forces occultes. Ça, il faut en s'en débarrasser. Pourquoi croyez-vous que la Chine ou la Russie, si vous voulez, sont arrivés à des stades de telle puissance? C'est parce que ce sont pas des États que j'admire particulièrement, mais simplement ce sont des régimes qui arrivent à se projeter sur le temps long parce que leur système intrinsèque, leur système de gouvernance leur permet de se projeter et de se maintenir dans le temps long selon une logique propre, une géopolitique et une politique naturelle propre à eux, si vous voulez, propre à leur tradition historique. La révolution en France a rompu avec ça, notamment la démocratie libérale. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus, nous sommes parasités par des idéologies, par toutes ces non seulement par les idéologies, mais aussi par, bien sûr, toutes ces mouvances occultes, tous ces groupes d'intérêts, etc., tous ces jeux de partis. Nous sommes empêchés de nous projeter sur le temps long, d'avoir une politique française propre qui s'inscrit sur le temps long et donc qui est efficace. Parce qu'on ne peut pas être efficace si on navigue à vue avec des changements de président tous les 5 ans, etc., qui sont élus d'ailleurs par un électorat qui, pour une grande partie n'est même pas qualifié, si vous voulez, pour élire quelqu'un de cohérent. Bon. Donc, pour toutes ces raisons-là, nous avons effectivement, c'est pas simplement un vœu pieux, c'est pas simplement du wishful thinking, ce que je vous dis là, c'est que nous avons un devoir, en fait. C'est l'Église aussi qui nous enseigne ça. Les catholiques ont un devoir d'agir comme ils le peuvent dans la cité, pour le bien commun, pour la gloire de Dieu. C'est un devoir que nous avons, à la mesure de nos moyens. Nous devons aussi mériter ces grâces-là. On ne doit pas faire n'importe quoi, on ne doit pas être dans le rêve, dans l'utopie, non. Il est évident qu'aujourd'hui, notre problème, c'est que nous sommes très peu, nous avons très peu de moyens, nous sommes ostracisés, nous ne sommes pas autorisés dans les médias, etc., donc c'est très difficile. Mais nous ne pouvons pas être dans une posture de quiétisme, ni dans une posture, si vous voulez, de providentialisme ou de mauvais surnaturalisme. C'est une posture qui est adoptée par certaines personnes qui se disent, voilà, de toute façon tout est fichu, de toute façon le système est complètement corrompu, on peut rien faire, et de toute façon, voilà, d'autres personnes qui vont vous dire, de toute façon il faut pas collaborer avec ce régime-là, enfin, il faut pas voter, machin truc, machin, bon. Ce sont des choses que l'Église n'a jamais enseignées, en fait. Ça, ce sont des idées qui sont un petit peu un relent
si vous voulez, des habitudes monarchistes ou royalistes de certains Français. Mais c'est pas ce que l'Église enseigne. Nous avons un devoir. Et bien sûr, nous devons considérer ce devoir avec mesure, réalisme et tout ça. C'est ce que j'essaye de vous dire et de faire aussi. Il faut bien qu'on ait conscience, évidemment, de nos forces qui sont très faibles aujourd'hui. Mais il faut aussi avoir conscience de notre devoir. Parce que sinon, en gros, qu'adviendra-t-il de ce pays dans 20 ans, dans 30 ans? Voilà, il faut aussi y penser, quoi. Donc évidemment, je ne souhaite sûrement pas la victoire d'Emmanuel Macron. Cependant, je dis que, malheureusement, si Marine Le Pen ou Éric Zemmour sont élus, je dirais même d'autant plus, si Éric Zemmour est élu, j'ai bien peur que ce soit un échec, un mandat qui se solde sur un échec retentissant, un petit peu comme ça s'est passé avec Trump, et que derrière ça, nous ayons, si vous voulez, un nouveau pion de l'oligarchie globaliste, une espèce de nouveau Macron, un Macron bis, qui viendra en disant, voyez-vous, à quel point c'était terrible, c'était une catastrophe, le régime de la présidence de Zemmour ou de Marine. Donc voilà, vous comprenez bien maintenant qu'il nous faut un Biden ou je ne sais pas quoi, un Trudeau, et ça va repartir encore comme ça. Parce que, je dis ça parce qu'en fait, le problème de Zemmour ou de Marine, ce sont des gens qui, me semble-t-il, n'ont pas vraiment ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut, c'est-à-dire faire une réforme profonde de l'État, de la Constitution. Il y a vraiment des réformes essentielles à faire, si vous voulez, au niveau, tout simplement, de l'organisation de l'État, des structures, des institutions. Il y a vraiment une réforme extrêmement profonde, qui commence par la Constitution. Et vous savez à quel niveau, dès le premier article. Donc ça, c'est un problème, parce que sinon, on ne pourra pas se projeter dans le temps long. Il faudra agir très vite, il faudra aussi avoir des gens capables de le faire. Je ne suis pas certain que Marine Le Pen ou Éric Zemmour soient capables de le faire. Je me trompe peut-être, mais c'est mon sentiment en tout cas. Par contre, si Emmanuel Macron était élu, ce serait une catastrophe, mais par contre, il y aurait une telle déception dans la droite nationale, notamment chez les électeurs d'Éric Zemmour, qui avaient porté tellement d'espoir sur lui. Il y aurait une telle déception qu'aucun de ces deux candidats-là ne pourrait se relever. Il ne pourrait pas se représenter ou imaginer, si vous voulez, continuer la vie politique. Il y aurait un vide incroyable qui se présenterait. Et ce vide-là, nous serions en position vraiment de le remplir, à condition d'être préparés, organisés, économiquement, communautairement, voilà, sur plein de points, doctrinalement aussi. On n'est pas prêt du tout pour ça, on n'en est pas encore là de toute façon. Mais il faut être réaliste et voir les choses comme ça. Encore une fois, je suis pas du tout, j'espère vraiment pas que Macron sera élu, parce que ce serait une catastrophe. Mais il faut aussi considérer les choses comme ça et se rendre compte qu'on aurait peut-être plus de mal, c'est à voir, je ne sais pas, mais peut-être qu'on aurait du mal, en fait, c'est un risque qu'on ait du mal, en fait, à vraiment promouvoir le parti catholique de façon efficace dans un contexte où on ferait face, par exemple, à un régime soi-disant de droite ou d'extrême droite, tel qu'un régime qui serait piloté par Zemmour ou Marine. Ce serait peut-être plus difficile dans ce contexte-là. Mais bon, ça, ce sont des projections, évidemment, qui sortent de ma cervelle actuellement. Et on ne sait pas ce dont demain sera fait. Dieu seul le sait. Voilà, on verra bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En tout cas, on risque pas de s'ennuyer. D'ici là, chers amis, écoutez, que Dieu vous garde, portez-vous bien. Je vous souhaite encore une bonne continuité dans ce carême. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur le Fidéposte. Ciao!